Hem, Si quelqu'un peut me confirmer simplement, dans les commentaires que du coup on voit bien, les slides. Hop. OK, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Alors on démarre. Alors, première chose, en fait, je propose qu'on prenne un tout petit peu de recul avant de parler de solutions, et qu'on parle en fait de l'adversaire. L'adversaire, bah, c'est le pirate. Et pour ça, il faut qu'on prenne un peu de recul déjà sur qu'est-ce que va chercher le pirate. Donc, j'aime bien repartir de ce slide en fait qui montre simplement bah, toutes les applications les plus connues de notre, enfin les GAFAM hein, en gros, et puis Facebook, Instagram. YouTube qui appartient à Google. Toutes ces applications ont un point commun, c'est qu'elles sont gratuites. On les utilise tous et elles sont valorisées des milliards. Et puis en 2018, bah en fait, ce qu'on voit, c'est une réaction de l'Europe avec le règlement RGPD. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie simplement qu'en fait, si ces applications sont gratuites mais valorisées des milliards, c'est que les données en fait qu'elles permettent de générer ont une valeur et que en fait la donnée de manière beaucoup plus générale a une valeur à la fois dans bah, l'intelligence artificielle, on entend beaucoup parler maintenant de ChatGPT, de Copilot et tout ça, mais aussi bah, pour un pirate. Et du coup, bah, les pirates s'intéressent en particulier à votre donnée. RGPD, c'était un règlement qui est arrivé en 2018 et qui montre en fait les premiers frémissements du protectionnisme européen sur cette ressource stratégique qui est la donnée. Maintenant, je vous propose qu'on regarde ce petit graphique de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information. Alors, vous remarquerez tout de suite qu'il date de 2020. C'est volontaire, c'est parce qu'en fait, entre 2020 et 2021, il y a eu un tournant. Donc, en fait, ce graphique, il nous donne quoi? Il nous donne en fait la cible des entités qui sont attaquées depuis 2020, enfin en 2020, par des ransomware. Et là, on peut voir en fait que la typologie de la cible, elle est principalement en fait en rose de la PME, de la TPE, de l'ETI. Donc là, c'est vous et nous, hein. Euh, Ici, on a les collectivités publiques, collectivités territoriales et locales, et puis à gauche, les entreprises stratégiques. Donc là, on se parle de Danone, de Total et tout ça. Et puis en fait, ce qu'on remarque en 2021, bah, c'est qu'en fait, la partie rose a pris un énorme essor. C'est-à-dire qu'en fait, la PME est devenue vraiment la cible numéro un de la piraterie. Donc pourquoi ça? En fait, on peut émettre quelques conjectures. Première chose, c'est que les entreprises stratégiques qui ont des moyens, en fait, se sont rapprochées, ont été assez précurseurs sur leur cybersécurité, se sont rapprochés de boîtes privées pour les accompagner, sont équipées aujourd'hui bah, justement hein, de technologies type EDR et tout ça. Donc elles sont plus difficiles à attaquer. Et puis bah, les collectivités territoriales, généralement elles payent pas les rançons hein, puisque en fait c'est du public et du coup en fait elles servent uniquement aux pirates d'exemple médiatique pour montrer qu'ils vont jusqu'au bout. En revanche, la PME, bah, la piraterie s'est clairement rendu compte qu'il y avait de l'argent dans la PME, dans les tissus PME européens, et qu'en plus de ça, en termes de cybersécurité, elles sont plus faciles à attaquer puisque bah, généralement moins au courant voilà, de ce qui se passe sur l'univers piratage. Troisième point, il faut comprendre l'ennemi. Bah, en fait, l'ennemi, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en l'espace de à peu près 10 ans, en fait, en l'espace de 7 ans, la piraterie a fait les mêmes progrès d'organisation que l'humanité a fait pendant la révolution industrielle en une centaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, en fait, on avait des pirates qui fonctionnaient seuls avec une capuche, éventuellement un jeune âge dans une chambre et qui faisait un peu de tout, hein. Et puis, en fait, bah, en l'espace de 7 ans, on a vu finalement des entités de piratage, des groupes de pirates se spécialiser. Certains qui vont faire de la détection de failles sur des logiciels, sur des plateformes, sur des SaaS, sur des serveurs. D'autres qui vont faire des logiciels qui vont permettre d'exploiter ces failles. D'autres qui vont faire du marketing de bases de données, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que les failles sont détectées par du coup des pirates, bah, en fait, ils vont éventuellement remonter ça dans des bases de données qui vont être vendues sur le dark web. Et puis, bah, tout ça fonctionne en réseau, avec, évidemment le blanchiment d'argent qui a pris un essor, énorme du fait des crypto-monnaies. Donc déjà avant avec notre système anti-blanchiment d'argent Tracfin, on ne pouvait plus, suivre une transaction à partir du moment où elle avait dépassé, 2 pays en fait, où elle avait circulé dans 2 pays différents. Maintenant avec les crypto-monnaies, notamment Monero, hein,
qui est une crypto-monnaie enfin, réputée intraçable, hein, plus intraçable notamment que Bitcoin. Bah là, on a voilà, vraiment une facilitation de la piraterie. Tout ça, en fait, ça a un sens, hein, c'est qu'un pirate bah, gagne très très bien sa vie, hein, puisque finalement, la piraterie génère aujourd'hui, le marché cybercriminel aujourd'hui, c'est 1500 milliards de dollars par an. Si on prend le volume d'affaires du marché de la drogue, hein, du trafic de drogue, on est sur le marché cybercriminel à presque 3 fois en fait le volume d'affaires. Donc, de ce constat-là, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des Eldorado hein, pour la piraterie. Il y a des pays dans lesquels bah, pirater, c'est devenir riche. On va prendre l'exemple, c'est un peu cliché, mais la Russie. Hein. Bah, la Russie, à partir du moment où un pirate respecte 3 règles, bah, en fait, même si la piraterie est interdite, évidemment dans leur loi, bah, il est pas forcément embêté. Les règles que doit respecter le pirate, c'est, bah, tu n'attaqueras pas la Russie, tu n'attaqueras pas un Russe en dehors de Russie. C'est pour ça que, de temps en temps, bon alors c'est une anecdote, hein, mais je peux dire à des clients de mettre quelques caractères cyrilliques, dans le HTML de leur site web, en commentaire, parce qu'en fait, on a remarqué que certains malwares dans leur code source allaient vérifier sur le site web s'il y avait des caractères cyrilliques pour s'assurer de ne pas attaquer un Russe en dehors de Russie. Et puis la troisième règle qu'un pirate russe doit respecter, c'est de ne pas sortir de Russie, puisque après il y a Interpol qui prend le relais, et évidemment il tombe sur le coup des lois bah, de manière plus internationale. Et puis en fait face à ça, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce qu'on se situe. Bah, en fait la France, on est le quatrième pays le plus attaqué au monde, mais ces statistiques évoluent tout le temps. Donc ça varie, on est entre le quatrième et le 10e pays le plus attaqué au monde. Et par rapport à tout ça, ce qu'il faut remarquer, c'est quelles sont les initiatives de notre gouvernement pour nous protéger, nous PME. Hein. Bah en fait, Emmanuel Macron en 2021 annonçait que ils allaient recruter 1000 cybersoldats. Donc, il faut rappeler quand même ce que c'est qu'un cybersoldat. Hein. Un cybersoldat, c'est une personne qui va avoir les contraintes de l'armée hein, et qui va avoir du coup une rémunération qui va être assez classique finalement. Donc d'un côté, en fait, on a un bah, des pays comme la Russie et la Chine où il va se former finalement des milices civiles qui attirent l'élite, puisque ça attire vraiment bah, des gens qui sont appâtés par des sommes astronomiques d'argent qui peuvent se faire. Et puis de notre côté, on va avoir en fait cette réponse plutôt institutionnelle. Donc il y a un rapport de force qui, à mon sens, est plutôt déséquilibré. Et la preuve en est, hein, c'est que si on regardait en 2021, au moment du tournant qu'on évoquait, on a eu 184 hôpitaux touchés. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'en fait on se prend un obus, finalement, un obus de cyber russe ou autre, bah en fait c'est de l'argent qui part sous forme de rançon et qui vient du coup alimenter le produit intérieur brut finalement du pays attaquant, qui viennent éventuellement financer des efforts de guerre ou autre. Et puis de notre côté, bah, en fait, c'est un hôpital qui va être totalement paralysé, et on le verra un petit peu plus loin, paralysé non pas que par du ransomware, mais aujourd'hui par des attaques qui sont encore plus virulentes, puisque la menace aussi a évolué. On parle plus seulement de ransomware, on parle de choses un petit peu plus violentes. Euh, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit comment un pirate s'y prend pour bah, attaquer une entreprise en 2023, puisque là on n'est plus en 2021. Donc en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la menace, elle a évolué. Avant, on parlait de ransomware, donc un système qui venait, qui chiffrait vos données, et puis on vous demandait une rançon. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà dans le mode opératoire du pirate, il y a une patience. C'est-à-dire que le pirate va infiltrer vos services, vos systèmes, et va rester un certain temps. Et puis le deuxième point qu'on note, c'est qu'en fait la menace s'oriente aujourd'hui de plus en plus vers de l'exfiltration de données. Donc l'exfiltration de données, on pourra prendre l'exemple d'un hôpital sur Paris, hein, enfin sur en région parisienne, hein, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, où en fait ils ont été attaqués en 2022, en août 2022, via un ransomware. Et puis seulement quelques mois plus tard, le groupe de pirates s'est remanifesté avec une archive de 11 gigas sur des données patients, des données éventuellement bah, de paye, de RH, et puis bah, du coup leur a demandé à nouveau une rançon. Donc quand on rentre là-dedans, évidemment, bah, c'est un cercle, une spirale infernale, hein, puisque enfin, la donnée une fois exfiltrée, bah, même en payant une rançon, on peut pas s'assurer que le pirate ne l'a pas gardée, l'a pas revendue sur le dark web, et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'ils s'y prennent?
Bah, en fait, ils vont avoir une phase de reconnaissance dans laquelle, généralement, en fait, ils vont d'abord, aller sur Tor, hein. Tor qui est un outil qui permet, de d'aller sur le dark web ou le deep web, hein, parce que dans certains pays, on appelle ça le deep web, hein. Le dark web, c'est pas forcément que néfaste, hein. Ça sert aussi à certains pays pour organiser des révolutions contre des régimes dictatoriaux, hein. D'ailleurs, Tor, à la base, système construit par l'armée américaine, a été conçu à cette fin. Mais du coup, donc, ils vont aller sur Tor, ces pirates, qui permettent de rendre anonyme en fait une connexion Internet. Et puis, ils vont généralement acheter dans un premier temps une base de données. Cette base de données, c'est un peu comme vous en tant qu'entreprise, c'est leur base marketing, c'est là où ils vont prospecter. Et en fait, dans cette base de données se trouve un certain nombre d'adresses IP qui ont été en fait remontées par des bots ou éventuellement des humains, hein, et qui vont remonter en fait des adresses IP sur lesquelles se trouvent finalement des vulnérabilités et qui sont du coup potentiellement attaquables plus facilement. Ensuite, une fois que bah, ils ont cette base de données, ils vont commencer en fait à faire leur travail, c'est-à-dire à analyser ligne par ligne en fait dans la base de données quelles entreprises en fait ils pourraient attaquer. Alors généralement, ils peuvent voir qu'une IP ou alors ils peuvent voir en fait des bases de données qui sont un peu plus détaillées où il y a l'IP, à quelle entreprise ça appartient et tout ça. Puis ensuite, après, ils vont aller faire un peu d'ingénierie sociale, hein, ils vont passer par LinkedIn, hein, des canaux tout à fait légaux. Et sur LinkedIn, ils vont regarder plusieurs choses. Ils vont regarder en fait qui est le dirigeant, qui est le DSI, le responsable des systèmes d'information, qui est la responsable RH. Et oui, vous allez voir, c'est bizarre, hein, on ne pense pas forcément à la RH, pourtant elle va avoir un rôle là-dedans. Et puis, ils vont regarder qui est le DAF, le directeur administratif et financier. Ensuite, ce qu'ils vont généralement, faire, c'est qu'ils vont exploiter un OS de pénétration, donc un système d'exploitation de pénétration. C'est-à-dire un système qui va être un peu comme, Windows, hein, un système d'exploitation, mais qui va être vraiment dédié, au pen testing ou alors au piratage. On peut prendre un exemple, hein, Kali, anciennement Kali Linux, qui est un OS de pénétration et qui va permettre du coup d'avoir en fait un certain nombre de fonctionnalités de piratage ou plutôt de pen testing, hein, de tests de pénétration, qui vont être déjà préprogrammés dans l'OS et qui vont permettre de gagner, enfin aux pirates de gagner du temps. Avec Kali, ils vont pouvoir en fait bah, s'intéresser d'un peu plus près techniquement aux adresses IP qui sont dans leur base de données qu'ils ont achetées. Donc avec Kali, ils vont pouvoir par exemple accrocher un serveur et puis bah, sur ce serveur vérifier en fait via des nmap furtifs ou d'autres processus de scan bah, tous les processus, les ports qui tournent, enfin tous les processus qui tournent sur le serveur et les ports qui sont ouverts et tout ça. Et derrière ces processus, ils vont identifier des CVE, donc des vulnérabilités, d'où l'importance hein, de mettre à jour très régulièrement en fait à la fois les OS des serveurs et des postes, mais aussi des processus qui tournent dessus. Et puis une fois qu'ils ont du coup ces informations-là, bah, généralement en fait ils vont surcoucher Kali avec des outils comme Metasploit qui vont permettre en fait de construire l'obus cyber. Donc Metasploit en fait va leur permettre de construire ce qu'on appelle un payload. Donc un payload, très important de le comprendre, ça n'est pas un logiciel. Un payload, c'est une instruction qui va être encodée en hexadécimal et qui va être appelée sur la machine victime pour générer, en fait, construire un tunnel entre la machine victime et puis un serveur C2, en fait, une sorte de reverse shell d'un pirate. Donc un shell, hein, c'est comme PowerShell, hein, c'est un système qui permet d'envoyer des lignes de commande, d'appliquer des lignes de commande sur une machine. Donc cette attaque, elle commence comme ça et elle peut avoir soit un caractère sans action humaine dans un petit pourcentage des cas, c'est-à-dire vraiment en fait le pirate peut attaquer sans même qu'il y ait eu un clic sur quoi que ce soit. Sinon, dans 73% des cas, le plus simple en fait pour un pirate, c'est d'envoyer le payload via un phishing. Et du coup, il y a des nouveaux fronts qui s'ouvrent puisque en fait maintenant on voit par exemple des CV envoyés donc sous forme PDF au RH. Donc la RH elle va ouvrir le payload, elle va ouvrir le PDF et en fait il ne s'est rien passé pour elle. C'est-à-dire que elle voit vraiment le CV s'afficher. Et derrière, en fait, ce CV qui s'est affiché, bah, c'est hyper vicieux parce qu'en fait, le payload enfin, s'est déclenché, a appelé cette instruction enfin, sur la machine victime et du coup a permis d'ouvrir comment dire, un tunnel, comme les tunnels socket, hein, vers le serveur, vers le centre de commande du pirate.
À partir du moment où en fait le pirate a accès à la machine cible, bah, après il va chercher, enfin il va prendre évidemment le contrôle de cette machine et puis il va commencer en fait les déplacements latéraux, l'élévation des privilèges. Il va déployer des backdoors, des systèmes qui vont lui permettre de revenir si jamais il se fait sortir par je sais pas, un antivirus ou par autre chose, hein, du système. Et du coup, généralement, en fait, il va essayer de déplacer, enfin, de déployer une backdoor à chaque fois qu'il se déplace. C'est pour ça que du coup, quand on écoute quelques retours d'expérience sur, par exemple, des attaques d'hôpitaux, bah, on voit que l'ANSSI explique clairement qu'il y a une perte totale du contrôle du système d'information, puisqu'en fait, plus aucune zone du système d'information n'est maîtrisée et potentiellement, en fait, la cache, une des caches du pirate. Ensuite, pendant cette phase-là, il va généralement procéder à de l'exfiltration de données. Et puis, après, il supprime éventuellement ses traces pour certains, parce que certains ne prennent même plus la peine de le faire, vu qu'ils savent qu'ils ne sont pas trop inquiétés. Et toute cette démarche-là, en moyenne, elle prend 5 mois. Ce qui veut dire qu'en fait, votre pirate, à partir de la prise de contrôle du poste jusqu'au moment où vous voyez les premiers signes de l'attaque, il s'est passé 5 mois. 5 mois où il était sur vos systèmes d'information, 5 mois où il a pu exfiltrer la donnée et 5 mois pendant lesquels vous avez généralement émis des cycles de sauvegarde, hein, journaliers, hebdomadaires et éventuellement mensuels. Et quand vous avez une attaque, bah, vous allez tenter de remettre une sauvegarde. Le problème, en 2023, c'est que la sauvegarde, qu'on vous a toujours prôné nous-mêmes, hein, prestataires de sécurité, comme le point le plus important de votre cybersécurité, bah, aujourd'hui, c'est plus suffisant puisque bah, l'exfiltration de données a lieu et les systèmes de sauvegarde sont généralement corrompus voilà, par des backdoors qui rentrent à l'intérieur des cycles de sauvegarde. Donc, je vous montre ici, en fait, je vais essayer de vous montrer même carrément sur mon PC un exemple enfin, de commande, hein. Donc, je vais prendre un petit PowerShell, hop, ici. Et vous voyez, en fait, par exemple, je vais passer cette petite ligne de commande et en fait, si je vais sur mon ordinateur, ouais, ça a créé ici, en fait, un document pendant qu'on parlait, là, à 11h22, le 23/11/2023. Et puis, ce petit document, bah, c'est juste un petit document texte. Je l'ai ouvert, désolé, j'ai 2 écrans, c'est pour ça que je fais remonter les choses, qui vous dit si un shell peut écrire sur vos disques durs, bah, il peut faire plein d'autres choses. Hem, donc en fait, si on retourne sur notre démarche ici, hem, bah, on peut voir qu'en fait, un shell, ça permet de faire absolument tout ce qu'on veut sur une machine. En l'occurrence, ici, bah, par exemple, je vous ai écrit une petite ligne de commande qui est en fait start bit transfer-source. Alors attendez, je vais prendre un pointeur. Voilà. On est ici, hein. Donc start bit transfer-source, et puis mon disque dur C, et puis une destination vers un serveur distant et un transfert de type upload. Donc là, en fait, cette simple ligne de commande, hein, qui fait juste une ligne, permet finalement de faire de l'exfiltration de données, puisqu'elle permet en fait de transférer finalement des ressources depuis mon disque dur vers un serveur distant. Autrement, ce protocole bit transfer qui est dans PowerShell, hein, bah, il peut permettre aussi de faire l'inverse, c'est-à-dire de télécharger en fait des documents sur le poste de la victime. En l'occurrence, on a pu avoir par exemple l'écho de pirates qui téléchargeaient des photos pédopornographiques sur la machine ou le téléphone d'une victime, qui peut être un dirigeant, pour derrière le faire chanter. Donc c'est assez vicieux. Les protocoles, du coup, enfin les commandes qu'on peut exploiter, par exemple via PowerShell, bah, il y a aussi enfin, la commande remove, hein, par exemple, qui permet carrément bah, d'effacer, hein, des données. Voilà, il y a plein de choses, hein, qu'on peut faire. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec un shell, des déplacements latéraux, des scans de réseau et ainsi de suite. Donc ce qui a changé en 2023, c'est que du coup, on a maintenant des attaques qui font beaucoup par exfiltration de données, une sauvegarde qui ne suffit plus, une intrusion qui est généralement transparente et dont on se rend compte très tard voilà, enfin, qu'il y a eu une intrusion, qui se fait sans logiciel, très important. On se parle d'un payload, donc d'une instruction qui est appelée sur la machine, mais pas d'un logiciel, donc totalement indétectable par un antivirus ou même par un EPP, donc ces fameux antivirus évolués avec de l'analyse comportementale, de l'IA et compagnie. Des payloads qui peuvent prendre la forme de PDF, de JPEG, de PNG, enfin de PNG, pardon, de forme d'image, hein, d'APK aussi, par exemple, si on est sur Android, de .exe éventuellement, mais bon, c'est un peu moins dangereux, on va dire. Enfin, un peu plus facilement détectable. Des nouveaux fronts, puisque ces fronts inhabituels qui arrivent au RH, par exemple.
Le concept de serveur, enfin de centre de commande, hein, de reverse shell, et puis des systèmes qui sont capables d'endormir notamment les protections basiques du poste, notamment Windows Defender. Et il y a des ressources là-dessus que vous pouvez même trouver facilement sur YouTube, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'aller chercher sur le dark web pour savoir comment endormir Windows Defender. Vous trouvez ça sur YouTube via par exemple les tutos de processus ou des choses comme ça, des gens qui sont qui font un peu de la vulgarisation de piratage ou de pen testing, on va dire. Et puis des conséquences qui sont la perte définitive du contrôle du système d'information. Donc on n'est plus simplement sur une indisponibilité, on est vraiment sur un cas où demain vous n'avez plus du tout le contrôle sur le système d'information, puisque peu importe que vous remettiez une sauvegarde ou pas, le pirate en fait il est toujours là à différents endroits. Donc une fois qu'on s'est dit ça, la question c'est comment est-ce qu'on peut s'en protéger? Et je suppose que si vous êtes là, c'est pour pas entendre parler d'EDR, donc on va en parler. Et du coup, on va commencer juste par poser à quelques bases. En fait, le terme EDR, c'est pas un terme qui est récent. Il est très à la mode aujourd'hui, mais pourtant c'est un terme qui a été évoqué la première fois par Anton Chuvakin, qui était l'ancien directeur de la recherche chez Gartner. Euh, Qu'est-ce qu'il nous disait en fait, Anton Chuvakin? Il nous disait qu'en fait, en gros, le DR c'était Endpoint Detection and Response. Donc un endpoint, déjà, il faut comprendre ce que c'est. Un endpoint, c'est les points de terminaison du système d'information, pardon. En l'occurrence, le poste informatique, les tablettes tactiles, les smartphones et puis les serveurs. Toutes ces briques-là, en fait, constituent des endpoints. Et si on écoute Guillaume Poupard, qui est l'ancien dirigeant de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information, ce qu'il nous disait, c'est que le théâtre de guerre s'est déplacé des tranchées vers l'univers cyber, vers un théâtre de guerre cyber, et que le endpoint, ce sera le théâtre où se jouera la dernière bataille, c'est-à-dire la dernière ligne, en quelque sorte, se jouera sur le endpoint. C'est pour ça que c'est important de le protéger. Donc, pour définir vraiment ce que c'est qu'un EDR et comprendre ce que c'est, il faut comprendre déjà ce que c'est qu'un EPP. Un EPP, c'est généralement ce que vous avez déjà, vous, sur vos postes. C'est de l'antivirus, mais de l'antivirus évolué. C'est de l'antivirus sur lequel on a rajouté des couches de cybersécurité à base de sandboxing, donc de bac à sable, de une sorte de presque comme une machine virtuelle qui se déploierait sur votre ordinateur et qui analyserait le flux. Alors c'est pas le cas sur les antivirus, c'est pas une machine virtuelle. Généralement les antivirus évolués, donc ce qu'on appelle les EPP, font du rétro-caching, c'est-à-dire qu'ils voient si un processus est malveillant et qu'ils n'ont pas pu l'intercepter par une signature virale, ils vont en fait voir que le processus fait des actions bizarres sur le poste et du coup en fait ils vont killer le processus et puis essayer de remettre du cache, donc essayer de remettre des données qui ont été corrompues par l'intermédiaire de ce qui a été sauvegardé en cache. Ces EPP, généralement, ils vont faire du comportemental, de l'analyse comportementale, mais c'est de l'analyse comportementale vraiment de logiciels, c'est-à-dire de systèmes qui se déploieraient en fait sur le poste. Et puis, ils vont généralement ajouter de l'IA, du machine learning à leur système de détection parce qu'en fait, moi-même en tant que développeur, par exemple, je ne pourrais pas, quand je construis, si je construis une solution antivirale ou enfin, une solution de protection, je ne peux pas imaginer toutes les formes que pourrait prendre un malware en 2023, 2024 ou autre. C'est pour ça qu'en fait, il y a des couches d'intelligence artificielle qui sont rajoutées, donc du machine learning, qui recoupent des données en fait sur des attaques un peu partout dans le monde et qui vont être capables de détecter plus finement un logiciel s'il est malveillant. Tout ça, c'est le PP. Mais on s'est dit quelque chose il y a quelques minutes dans ce webinaire, c'est que le pirate, il attaque plus avec un logiciel. Il attaque via un payload qui n'est pas un logiciel. Donc l'EDR, en fait, c'est là où il intervient. Donc Endpoint Protection, c'était l'EPP, et EDR, on est sur Endpoint Detection and Response. Donc l'EDR a pour objectif de détecter cette fois-ci des centres de commande de pirates. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'EDR? En fait, il va plus chercher à contrôler simplement du logiciel, il va chercher à contrôler en fait les comportements suspects sur la machine. Et là, du coup, en fait, on est sur une couche technologique qui vient complémenter l'EPP. C'est-à-dire que l'EPP reste indispensable, mais l'EDR vient sur une strate supérieure en fait de surveillance. L'EDR, en fait, il va avoir pour rôle, par exemple, de vérifier si sur la machine il y a des ports qui sont ouverts et qui ne devraient pas être ouverts, ou des ports qui s'ouvrent et qui ne devraient pas s'ouvrir comme ça de but en blanc.
Il va regarder si par exemple, bah, il y a des lignes de commande PowerShell ou autres, hein, des lignes de commande en fait qui passent sur votre machine et qui sont des lignes de commande suspectes. C'est-à-dire que je suis en webinaire. Toute ligne de commande n'est pas forcément suspecte, mais certaines en fait peuvent être détectées et analysées et du coup bah, perçues comme malveillantes. Et si du coup l'EDR détecte ce type d'usage, hein, ou alors par exemple la machine qui se connecte à une IP suspecte qui a été incriminée dans un pool d'IP bah, de pirates, bah, en fait, il va appliquer une réponse. Donc cette réponse, nous, dans notre cas, en tout cas dans les solutions qu'on choisit hein, avec WithSecure, on est sur une réponse instantanée, c'est-à-dire un confinement du poste. Mais il y a certains EDR qui fonctionnent avec un isolement qui est différé, c'est-à-dire avec un arbitrage humain entre les deux. Nous, on a choisi en fait l'isolement instantané et du coup, l'idée en fait, c'est que l'EDR va bah, couper la machine du WAN, donc du réseau Internet, et du LAN, du réseau local. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça, hein, évidemment? Bah, c'est pour couper l'accès aux pirates, puisqu'en fait, il intervient sur votre machine via des lignes de commande. Donc là, si on fait ça, en fait, le pirate n'a plus accès à votre machine. Deuxième point, c'est que ça nous permet en fait de recevoir les logs de la tentative d'attaque et de comprendre exactement ce qui s'est passé. Le troisième point, bah, c'est que si on coupe l'ordinateur du réseau LAN, bah, ça empêche à l'attaque de se propager sur d'autres machines ou d'autres serveurs. Nous, on a choisi l'isolation instantanée parce qu'on considère que finalement un pirate qui tente des choses, il faut en fait juguler l'attaque au plus vite. Malgré tout, cette isolation instantanée, on peut quand même y mettre certaines réserves, certaines contraintes sur des serveurs de production hautement critiques dont la production serait plus importante même que la jugulation d'une attaque. Mais on pourra en reparler. Et là-dessus, on entend parler de SOC. Bah, le SOC, en fait, c'est hyper important. Et on va voir un petit peu plus derrière qu'est-ce que fait un SOC. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre tout de suite en fait dans les coulisses du SOC et qu'on comprenne en fait ce qu'il y a derrière les alertes de l'EDR. Donc le seul point à retenir en fait, c'est que sur ce slide-là, c'est que on a un SOC qui est une équipe en fait de cybersécurité, donc un centre opérationnel de sécurité, qui va du coup traiter des alertes et ces alertes, elles peuvent être soit bah, des alertes liées à une vraie attaque, soit elles peuvent être des faux positifs. Il faut bien avoir conscience que quand vous vous équipez d'un EDR, bah, l'isolation, le confinement d'un poste, ça empêche les personnes qui vont être confinées de travailler. Donc imaginons que vous ayez un EDR qui aurait pété les plombs parce que, je sais pas, votre service informatique aurait déployé un script PowerShell qui aurait été mal interprété par l'EDR sur tous les postes. Bah, en fait, ça voudrait dire que pendant le moment en fait, où l'EDR a fait son action, vous avez tous les postes de votre flotte qui sont en isolement. Et ça peut être gravissime en termes de production, puisque là, on a une indisponibilité qui en plus n'est vraiment pas légitime. Donc le SOC, en fait, il va venir intervenir et nous, pour le coup, en fait, on a une GTI de 1 heure, donc une garantie de temps d'intervention en 1 heure. Et du coup, notre SOC, qu'est-ce qu'il voit en fait derrière? Il voit bah, en fait ici des résultats. En fait, il a une console qui vont lui permettre de voir ce que fait l'EDR. Donc là, en l'occurrence, on voit un poste. Ce poste-là, il a été incriminé dans bah, une suspicion de tentative d'attaque. On voit qu'il y a des lignes de commande qui passent hein, sur le poste. Et puis, on voit en fait ici en haut, risque grave, confiance élevée dans le diagnostic de l'EDR, et puis gravité élevée dans, en gros la tentative qui est opérée sur le poste. Et puis, on voit ici en fait des actions possibles qui sont proposées par au SOC pour pouvoir parler, enfin, pour pouvoir agir sur le poste. Donc la première chose, c'est qu'ils peuvent informer bah, le client final. C'est-à-dire en fait, ils peuvent faire monter un petit pop-up sur le poste de la personne dont le poste est en isolement. Et du coup, ce pop-up, on va pouvoir marquer par exemple, bah voilà, votre machine a été suspectée d'être infiltrée par une cyberattaque, donc on est en relation avec votre service informatique et vous devriez du coup recevoir des nouvelles d'ici peu. Ils vont pouvoir, en fait, s'ils détectent que c'est un faux positif, bah, libérer la machine de son isolation. Et puis, du coup, bah, là, classer éventuellement cette type d'attaque, ce type plutôt de faux positif, comme un faux positif pour que l'EDR apprenne de ce fonctionnement-là. Et puis, on va pouvoir aussi signaler finalement bah, des choses vraiment très anormales carrément aux équipes de l'industriel. Donc là, en l'occurrence, on est sur les équipes de WithSecure. Je vais juste à mi-chemin m'arrêter une seconde et m'assurer que du coup, ok,
voulais juste m'assurer quand même que mon écran était toujours en fonctionnement. Voilà. Et puis derrière, en fait, le SOC, il va pouvoir aller beaucoup plus en profondeur en fait dans l'analyse de l'attaque, parce qu'un schéma c'est bien, mais en fait là derrière, il va carrément pouvoir lire les lignes de commande qui ont été tentées sur la machine. En l'occurrence, là, bah, vous voyez, en fait, on reparle en fait de bit transfert, un PowerShell-C. Je vais reprendre mon petit pointeur. PowerShell-C. Start bit transfer priority foreground. Donc là, en fait, il initie un téléchargement, enfin un transfert de données qui fait passer en priorité devant les autres processus en cours. Il va définir une source qui en fait se trouve sur bah, une sorte de GitHub, donc comment dire, un réceptacle de code qui est distant. Et puis il va le déposer en fait sur une destination sur l'ordinateur de la victime. Là, on voit qu'en fait l'EDR a détecté immédiatement le système comme étant malveillant et puis confiance élevée, gravité élevée, et on voit en fait que il a intervenu instantanément, donc détection à 10h14 et 33 secondes, et puis interception à 10h14 et 33 secondes. Tout ça, en fait, derrière, l'EDR va nous fournir aussi des informations sur l'idée Mitre Attack. Donc le Mitre Attack, alors je ne sais jamais le prononcer, c'est Mitre Attack, voilà. Donc c'est une matrice, c'est un référentiel, une sorte de référentiel qui n'est pas d'ailleurs le seul référentiel qui existe, hein, qui en fait va regrouper toutes les briques qu'on peut retrouver dans les constructions d'une cyberattaque organisée par un pirate. Ça peut être les déplacements latéraux, ça peut être les scripting abuse, hein, comme on peut voir là, ça peut être les scans réseau et tout ça. Et du coup, en fait, en nous donnant l'idée Mitrata qui nous permet, nous, SOC, donc mes collègues hein, plutôt, parce que moi je suis pas au SOC, hein, d'intervenir et de comprendre assez vite en fait de quoi il s'agit pour pouvoir agir et éventuellement soit classer l'attaque en faux positif, enfin, soit classer le faux positif en faux positif, soit contacter en fait le client pour lui dire écoutez, il y a une attaque qui s'est passée sur votre poste, il va falloir agir. Donc le SOC, son rôle, en fait, il va s'arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, son rôle, c'est d'être un policier. Il va prendre la main dans le sac et ensuite, il va éventuellement se dire est-ce qu'il faut que j'arrête ou pas bah, le pirate. Et ensuite, il va contacter l'entreprise et lui expliquer. Et derrière, la procédure de remédiation, si par exemple il faut formater un poste, bah, c'est pas le SOC qui va s'en charger. Il va vous dire qu'il faut faire ça. Et après, si éventuellement vous voulez que le SOC s'en charge, bah, on peut le faire sous prestation. Mais eux, ils vont s'arrêter vraiment dans cette démarche de détection et d'intervention. En termes de solutions, on me demande souvent bah, quel EDR choisir. Bah, en fait, nous concrètement, enfin moi déjà la première chose que je vais vous dire, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de solution miracle sur le marché. Toutes enfin une très grande majorité des EDR sont de très bonne qualité. Maintenant, nous en fait, on a choisi une solution parce qu'on avait des critères d'analyse qui correspondaient à ce dont on avait besoin. En l'occurrence, en fait, on a testé 23 solutions et sur ces 23 solutions, on en a gardé 8 en scope qu'on a analysé plus finement pour finalement ne garder que 3 solutions dans notre catalogue. Nos critères d'analyse, c'était les suivants. Le taux d'arrêt, la capacité d'administration, parce que si vous avez un SOC, l'important c'est qu'il puisse administrer après de manière efficace vos machines à distance, hein. Enfin, pas vos machines évidemment, mais la solution de protection sur vos machines. Qu'il y ait des équipes en France chez l'industriel, c'est-à-dire si nous on a choisi WithSecure par exemple, enfin c'est une des solutions et WithSecure c'est la solution dont je vous montrais les tableaux juste avant. Bah, ils ont des équipes en France, hein, à Toulouse exactement. La verbosité et la capacité en fait d'analyse finalement des attaques qui sont reçues et qui sont détectées par l'EDR. L'autonomie de l'EDR, c'est-à-dire la capacité de l'EDR, de la couche technologique de l'EDR à fonctionner indépendamment d'un EPP. C'est-à-dire qu'en fait, WithSecure, par exemple, ils nous permettent de fournir la couche EDR sans forcément avoir à fournir la couche EPP. Alors c'est mieux hein, d'avoir les deux chez le même industriel. Je sais qu'il y a deux écoles là-dessus. Pour moi, en fait, je suis clairement rangé du côté de il faut avoir les deux du même côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie EDR va souvent communiquer avec l'EPP et va venir enrichir finalement ses fonctionnalités avec l'EPP en place. Et puis, idéalement, nous, on cherchait une solution qui soit française ou à minima européenne. Donc, dans les solutions qu'on a mis en benchmark, WithSecure, en fait, avait déjà retenu notre attention pour une raison toute bête, hein, c'est qu'ils équipent les 8 plus grosses banques de notre monde, hein. Vous avez les 5 plus grandes banques de la City au Royaume-Uni, qui est donc la finance de notre monde, qui sont équipées en WithSecure. Et en fait, dans la banque, on sait que
curseur en termes d'exigence cybersécurité, c'est l'un des curseurs en termes de secteur d'activité les plus haut placés. Et puis ils équipent voilà les 3 plus grosses banques américaines, les 5 plus enfin les 3 plus grosses banques de Singapour, qui est aussi une place financière très forte, les 5 plus grosses banques, d'Afrique du Sud, qui pareil est une place, très forte, financière. Et puis c'est une solution européenne, en fait, c'est une solution finlandaise exactement, avec une petite anecdote sur le sujet, c'est que la Finlande, en fait, n'a pas attendu RGPD pour faire de la, comment dire, pour porter son attention sur la protection des données. Et du coup, WithSecure, en fait, dans leur fonctionnement par rapport aux données, est extrêmement exigeant, extrêmement rigoureux. Je voyais en fait des solutions, d'autres solutions qu'on a pu exploiter par le passé, qui avaient en fait, si vous ouvriez en fait un navigateur, vous faisiez Windows, c'est CTRL U je crois, pour voir le code source, simplement le HTML de la page, bah, vous pouvez voir en fait que certains systèmes injectaient en fait des balises à l'intérieur du code et puis du coup permettaient en fait de remonter de la donnée pour le fonctionnement du système. WithSecure en fait fonctionne de manière beaucoup plus respectueuse, on va dire, de vos données. Et puis, il y a un autre point, c'est que les solutions américaines qu'on avait, bah, elles sont soumises notamment, et d'ailleurs on en a encore au catalogue, mais elles sont soumises en fait au Patriot Act et au Cloud Act. Donc, il y a potentiellement en fait une partie des données qui peuvent être consultées par les agences de sécurité américaines. Donc voilà, bon, c'est l'autre point sur le SOC, bah, en fait, il faut comprendre que il est très important qu'il y ait un SOC, qui soit chez vous ou en externalisation chez un prestataire. Parce que on l'a vu tout à l'heure, un EDR, c'est très impliquant dans la mesure où ça isole, ça confine des postes. Mais du coup, en termes de charge, bah, ça peut être extrêmement chronophage. Là, vous voyez, en fait, on est sur le dashboard WithSecure. On peut voir qu'en fait, sur 44 devices, donc 44 endpoints, 44 PC, serveurs ou terminaux mobiles, par exemple, bah, on a 249 000, même presque 250 000 events de sécurité. Et ça, c'est sur 24 heures. Ce qui veut dire que en termes de tri, en termes de travail après derrière pour gérer un EDR, bah ça demande beaucoup de temps aux équipes informatiques et c'est en plus du temps qui est absolument sans valeur ajoutée pour les équipes. Donc nous là-dessus en fait on a ça fait 10 ans qu'on fait de l'infogérance sur la cybersécurité, hein. On a 4500 EDR, EPP EDR sous gestion. On doit même se rapprocher, je pense, des 5 ou 6 000 maintenant, parce que ce slide date d'il y a un petit moment. On a 3 data centers en nom propre qu'on infogère, et puis on a plus de 2200 firewalls en infogérance, c'est-à-dire qu'on infogère des firewalls pour beaucoup de nos clients, y compris des très grosses structures qui sont réparties sur toute la France. Euh, pour pouvoir en fait organiser un SOC, bah, nous en fait au sein du groupe, on est 250 collaborateurs et sur ces 250 collaborateurs, en fait le SOC là qui vous est montré là, c'est le SOC de ID-Line. Donc ID-Line ça représente 70 collaborateurs au sein de ces 250 et il y a 41 personnes en fait qui sont dédiées à la technique. Sur ces 41 personnes, il y en a presque une vingtaine qui sont, enfin il y en a plus d'une vingtaine, il y en a 27 exactement, qui sont concernés par le SOC. Puisque en fait vous avez les équipes support N1 qui vont trier en fait les alertes reçues et puis en fait toutes les alertes qui sont critiques ou à vocation à être analysées passent sur un N2 qui est constitué de 7 autres personnes avec N2, N3, donc des ingénieurs niveau 2, niveau 3. Euh, pour pouvoir en fait vous fournir un service de qualité et quand vous cherchez un prestataire pour le SOC, bah, il est intéressant de s'intéresser un petit peu aux labels et aux engagements qu'il est capable de montrer parce que du coup on entend maintenant avec la mode de l'EDR parce que il y a des prestataires par exemple qui vont être seuls et qui vont faire du SOC soi-disant. Bon, bah, c'est un peu compliqué de faire du SOC quand on est tout seul. En fait, il y a des labels qui vous permettent d'identifier si votre prestataire est capable réellement en fait de faire ça. Nous, par exemple, sur le groupe NVL, en fait, on porte le label Expert Cyber, qui est en fait une reconnaissance de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité du système d'information, et qui montre du coup voilà qu'on a quand même certaines compétences en termes de cybersécurité. Mais au-delà de ça, sur ID-Line, qui est en fait la filiale chez nous qui infogère la partie SOC, Firewall et puis ODR, on est certifié ISO 27001. Et ISO 27001, qu'est-ce que c'est? C'est l'ISO qui en fait
vous donne patte blanche sur la cybersécurité. Son titre, c'est Information Security Management, donc encadrement de la sécurité des données. Et dans ce cadre ISO, bah, en fait, on reçoit des auditeurs tous les ans qui nous auditent à la fois sur bah, la qualité des pédigrés des gens qui travaillent chez nous, hein, les niveaux de certification, que ce soit sur les diplômes, mais aussi sur le matériel et tout ça. La qualité de nos procédures, la traçabilité de nos procédures, la qualité de nos infrastructures. Donc là, c'est plus dans le cadre de nos data centers sur lesquels on propose de l'externalisation cloud, hein. Euh, et puis, enfin voilà, tout un tas de choses comme ça. On a même des gens chez nous qui sont certifiés ISO 27001, EBIOS CRM, donc pour en fait les niveaux de certification à ISO 27001 de 2022, qui sont des systèmes de fonctionnement par l'analyse de risque et tout ça. Voilà, il y a beaucoup de prestataires qui sont encore en ISO 27001 2013, et du coup, certains vont chercher à passer en ISO 27001 2022. Donc voilà, on a du personnel certifié là-dessus pour même accompagner les entreprises qui voudraient monter sur ISO. Le petit bonus du coup de ce webinaire, puisque du coup on est pile dans le timing, c'est que je vous avais promis de parler un petit peu de la protection des mobiles. Donc en fait, pourquoi est-ce que en gros il est important de protéger les mobiles? Bah en fait, c'est une surface d'exposition qui est méconnue. Et il faut comprendre qu'un pirate qui s'attaquerait à un mobile, bah concrètement, il peut clairement vous bloquer dehors de tous les portails internet sur lesquels vous êtes référencé. Pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? C'est parce qu'en fait, un pirate qui aura accès à votre mobile, qui sera infiltré sur votre mobile, en fait, il pourrait avoir accès à votre boîte mail. Et du coup, il existe sur quasiment tous les portails que vous utilisez, sur une fonction qui est mot de passe oublié, qui vous permet du coup bah, de récupérer votre mot de passe. Et sur vos téléphones portables, vous avez la boîte mail, mais pas que. Vous avez aussi le système de double authentification qu'on peut voir ici, la Google Authenticator par exemple, ou carrément l'accès au SMS. Donc en fait, un pirate qui s'infiltre sur votre mobile, bah concrètement, il peut en fait aller voir dans votre boîte mail tous les portails sur lesquels vous êtes référencé, changer les mots de passe, ensuite neutraliser le téléphone et puis vous laisser bloquer dehors pendant que lui il fait ses méfaits sur les systèmes bancaires ou autres. Souvent en plus sur les téléphones, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui gardent en fait des photos par exemple de leurs clés qui permettent de rajouter des bénéficiaires bancaires pour faire des virements et tout ça. Donc bon, il y a pas mal de choses assez sensibles. Dans les notes, souvent aussi, il y a des codes, par exemple, de banque, il y a des codes de carte bleue. Bon, les codes de carte bleue, généralement, c'est plutôt les codes PIN, donc c'est pas forcément très grave, mais voilà, il peut y avoir pas mal de choses. Puis il y a tous vos contacts, c'est-à-dire que concrètement, voilà, ça représente un vecteur d'attaque qui est assez critique et qui est souvent très mal protégé. L'autre point, c'est que bah, un téléphone, ça rentre et ça sort de l'entreprise, ça s'oublie, ça se perd et ça se vole. J'ai eu le cas, hein, moi-même. J'étais à Taïwan et puis bah, dans un taxi, je sors du taxi, le taxi part et mon iPhone de l'époque reste sur la banquette arrière. Bah, je peux vous dire que ça fait tout drôle, hein. Je pense que c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous. Bah, parce que sur mon iPhone, il y avait mes photos, il y avait mes contacts, et puis j'étais à Taïwan en plus, donc c'était compliqué. Mais du coup, en fait, il faut se poser la question dans une entreprise, bah, qu'est-ce qui se passe en fait si l'un de vos collaborateurs perd ou se fait voler son portable, ou s'il se fait infiltrer, bah, c'est un vrai problème. Et puis un dernier point auquel aussi on pense peu, c'est qu'en fait un téléphone portable, un smartphone de nos jours, il sert souvent de passerelle vers vos PC, puisqu'en fait ils servent de partage de connexion pour les ordinateurs lorsque vous n'avez pas de Wi-Fi pour les collaborateurs nomades. Donc, il peut à la fois recevoir des attaques du PC enfin des choses malveillantes depuis le PC et inversement, il peut faire passer des choses malveillantes depuis le smartphone vers le PC. Si on regarde un petit peu la presse aussi, bah, on peut voir qu'en fait, il y a sur les stores, que ce soit Android ou iOS, un grand nombre d'applications qui sont infectées par des malwares. Donc, c'est pas forcément que l'application, c'est pas que les développeurs étaient malveillants vis-à-vis de vous quand ils ont publié leur application, c'est que parfois, en fait, les développeurs, je vous en parle en connaissance de cause parce que je suis moi-même développeur Android iOS, bah, ils utilisent des fois des SDK, en fait, c'est des sortes de bibliothèques de code, et que ces bibliothèques de code, bah, ils n'ont pas forcément toute la visibilité sur ce qu'il y a à l'intérieur de cette bibliothèque de code. Et parfois, en fait, bah, ces bibliothèques de code intègrent finalement des autorisations, des demandes d'autorisation qui sont tout à fait illégitimes ou des choses comme ça qui permettent finalement à ceux qui éditent ces SDK de faire des méfaits. C'est pour ça qu'on se retrouve avec, vous voyez, par exemple, 60 000 applications Android infectées par un virus, comment s'en protéger et tout ça. Donc,
Nous, en fait, sur la partie protection des mobiles, on a deux niveaux. D'abord, on a le niveau WithSecure, qui est en fait le système de protection pour détecter comment dire, des choses qui seraient anormales sur le téléphone. Et il y a une deuxième notion dont on entend beaucoup parler, qui est le MDM, Mobile Device Management. Donc, il faut bien distinguer deux choses. Il y a la protection cyber du mobile. Donc là, on se parle dans notre cas ici de WithSecure qui va vraiment être une solution de protection comme sur un poste, et le MDM qui va être géré normalement par tout prestataire, on va dire, de qualité, par une deuxième solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas du tout le même métier. Le mobile device management va permettre de créer, par exemple, des règles en fait sur un mobile, comme vous géreriez un AD, un Active Directory. Il va permettre de créer, par exemple, des catalogues d'applications qui sont autorisés sur le poste, et puis empêcher tout autre type d'application de se connecter, enfin d'être téléchargé sur le poste. Il va permettre le MDM de venir effacer un poste à distance si jamais il était volé et de même de conserver en fait le poste, d'obliger le poste à rester connecté en 4G pour qu'on puisse continuer à y accéder. C'est-à-dire qu'en fait le voleur il a une seule solution, c'est éteindre le poste et il peut pas l'utiliser. Sinon en fait enfin le MDM force la 4G, on peut effacer à distance des choses. Donc ça, c'est le MDM. Et à côté de ça, donc il y a la protection en elle-même du poste par du coup des outils, des outils en fait de protection type WithSecure qu'on vient de voir. Et puis le dernier point, c'est que sur les solutions qu'on propose, pour aller vraiment jusqu'au bout de la démarche, je peux pas montrer ça, parce que je crois que j'ai peut-être des données, c'est un slide de démonstration, mais il y a la partie protection de l'univers Office 365 qui va permettre de détecter notamment si vous avez des comptes qui sont compromis qui sont révélés sur le dark web. Donc voilà pour on a à peu près terminé en fait ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est de nous laisser un tout petit peu de temps pour les questions. Et du coup, je vais vous présenter un autre écran. Je vais essayer de vous partager mon écran du bas. Alors, je suis pas très doué avec ce truc-là, mais on va essayer. Écran 2. Voilà. Donc là, en fait, sur l'écran 2, si j'espère que vous le voyez bien. En fait, je vais simplement aller moi-même sur mon propre WithSecure et vous montrer une dernière brique qui peut être pertinente en fait quand vous choisissez un EDR. C'est ici, vous voyez, en fait, dans WithSecure, vous avez un système qui s'appelle, alors désolé, c'est noir parce que j'ai mal aux yeux, donc qui s'appelle le Software Updater. Donc en fait, le Software Updater, c'est un système qui va permettre sur toute la flotte de postes que vous allez gérer, de pouvoir en fait faire du patching à distance d'applications. En l'occurrence, vous voyez ici, il y avait Google Chrome, WinRAR, Zoom et puis Mozilla Firefox. Et il y avait des CVE, donc des vulnérabilités qui ont été du coup émises et publiées sur Internet. Et en fait, ici, il y a un niveau de gravité et vous voyez, en fait, mon EDR enfin, mon système a patché l'intégralité de mes applications aux différentes dates. Voilà. Donc, il a porté les correctifs de sécurité. Et si vous vous rappelez, en fait, ce qu'on s'est dit au début de ce webinaire, c'est que en fait, le pirate, pour pouvoir utiliser son Metasploit, son système qui va permettre de créer le payload, bah, il a besoin généralement en fait qu'il y ait des CVE sur votre poste parce qu'en fait, pour exploiter le payload, généralement, il va utiliser, donc là, on va rentrer un peu trop techniquement dans le système, mais il va utiliser les systèmes de pilote de Windows, de pilote non signé ou signé de Windows, et du coup, comme ça, en fait, dropper plus facilement, en fait, enfin, construire et dropper plus facilement son payload sur la machine. Voilà, j'espère que c'était clair. Du coup, je vous propose ouais, j'interromps le partage d'écran et je vous propose, si vous avez des questions, je ne sais pas si je peux ouvrir vos micros. Enfin, je vous propose de les ouvrir vous-même. En fait, je vais pas me permettre de les ouvrir pour vous. Voilà, éventuellement les poser soit via vos micros, soit en fait dans l'onglet questions qui se trouve sur GoToMeeting. En attendant, ce que je vais faire, je vais juste vous écrire, parce que j'ai pas pensé à le faire, je vais juste vous laisser un slide sur lequel je vais vous donner mes coordonnées. Si vous avez besoin de me contacter, hop, Rio, voilà. Et du coup, j'essaie de trouver un slide où j'aurai ma carte de visite en gros.
Tac, est-ce que là, ouais, voilà. Donc là, je vais vous afficher du coup ma carte de visite si besoin. Partager, voilà, et je mets du coup l'écran 1. Voilà. Écoutez, je vois pas de questions arriver, du coup, bah, soit j'ai été super clair, soit vous êtes plus là. Écoutez, merci en tout cas à vous pour enfin, voilà, le fait d'avoir été présent sur ce webinaire, et puis bah écoutez, au plaisir d'échanger avec vous à l'avenir. Je laisse 30 secondes encore. Merci, merci pour le petit pouce. Ah, il y a une question, deux questions. Non, ah bah c'est des, ok, merci. Bon, bah merci, merci à ceux qui ont répondu. Au plaisir. Je vous laisse prendre une copie d'écran si besoin, et puis après j'interromps la session. Voilà, à très bientôt.